Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir François Rioux, seul élu du groupe d'opposition 20 projets citoyens, pour mon interview politique de ce jour. Bonjour François Rioux. Bonjour Madame de la Motte. Merci d'avoir accepté mon interview. Je vous en prie. Et pour nos auditeurs, alors voilà, aujourd'hui on va parler de la question sociale qui est la ligne éditoriale de notre Radio Rivage, plus particulièrement de mon émission Au fil du lien. Et je voudrais vous interroger en premier thème, François Rioux, sur la question de la réforme de la retraite. Je voudrais savoir votre position et ce que vous pensez également des mouvements de manifestations actuels qui durent, qui perdurent et qui s'inscrivent dans le temps. Oui, écoutez, c'est un sujet à la fois vaste et en même temps sur lequel je vais essayer de dire assez simplement mon sentiment. La première réaction que je peux avoir vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer, c'est que c'est au fond l'illustration la meilleure possible d'un clivage qui s'introduit dans notre pays entre deux formes de légitimité. La légitimité politique telle qu'elle peut être organisée par notre Constitution et par notre corpus législatif, qui veut qu'après tout décide celui qui a obtenu une majorité à l'élection présidentielle et qui peut s'appuyer sur une majorité au Parlement. C'est ce qu'on peut appeler la légitimité politique. Ce sont nos élus que nous avons mandatés qui décident. Et à côté, ce qu'on peut appeler la légitimité sociale, qu'il est plus difficile à mesurer, encore qu'aujourd'hui, on ait progressé et qu'en particulier des enquêtes d'opinion sont en mesure de donner une image relativement fidèle de ce corps, des opinions de ce corps social. Et là, on vit une fracture terrible entre les deux. Monsieur Macron avançant sa réforme des retraites sur la base de la légitimité que, dit-il, l'élection présidentielle lui a donnée, même si en l'espèce, il oublie un peu vite qu'il a surtout été élu, enfin bon nombre de Français, pour ceux qui ont voté, l'ont élu pour contrer Madame Le Pen, ou l'empêcher d'arriver au pouvoir. Et puis, la légitimité des organisations syndicales, qui, fait assez rare dans l'histoire récente de notre pays, constitue un front très commun, très unanime, qui rejette cette réforme. Et ça, c'est le premier aspect frappant, et il me paraît extrêmement dangereux de jouer, comme le fait M. Macron, la légitimité politique contre la légitimité sociale. D'autant que on vit dans une société extraordinairement hétérogène et dans laquelle, par conséquent, même la légitimité politique qui semble relativement simple à établir est plus complexe qu'on le pense du fait de cette hétérogénéité. Et puis la deuxième observation que je peux faire sur ce mouvement engagé sur les retraites, c'est qu'au fond, je ne vais pas renouveler toutes les critiques qui ont été formulées sur ce projet, elles sont nombreuses, les gens les ont lues. Moi, j'en retiens une tout à fait fondamentale, c'est que je fais partie de ceux qui ne comprennent pas pourquoi M. Macron n'a pas engagé sa démarche en parlant et en faisant parler les différents interlocuteurs concernés de la question du travail, qui est déterminante. Avant de parler des retraites, il aurait fallu parler du travail et d'un certain nombre de sujets, la pénibilité, etc., etc. Et c'est là, me semble-t-il, une occasion manquée. Alors c'est un argument qu'on entend souvent, effectivement, qu'on n'a pas parlé de travail, suffisamment des conditions de travail, et que finalement le rejet des Français pour cette réforme en dit long aussi sur le ressenti de pénibilité et finalement de souffrance au travail. Oui, absolument, et je pense que là-dessus, il faut faire un petit détour, sans jouer les intellos de service, mais c'est intéressant de s'arrêter 2 secondes quand même sur ce qu'on entend par le terme de travail. Je vais pas remonter à l'Ancien Testament et à la célèbre phrase par laquelle Dieu chasse Adam et Ève du paradis en disant tu gagneras ta vie à la sueur de ton front, le travail devenant dès l'origine une espèce de malédiction, une punition. Bon, je ne vais pas remonter jusque-là. En revanche, ce qui est vrai aujourd'hui, je m'appuie en particulier sur les travaux d'une sociologue comme Dominique Méda, c'est que le travail est devenu de facto une marchandise, un bien qu'il faut échanger, et plus un droit au travail. Et je pense que un des éléments qui aurait pu animer une discussion sur ce thème est de savoir comment on peut faire évoluer les choses pour que le travail ne soit plus encore une fois une marchandise qu'on gère à travers
alors ça, ce terme m'a toujours hérissé, moi, mais les directions des ressources humaines. L'être humain n'est pas une ressource. Bon. Donc, comment on peut faire évoluer ce travail de cette dimension de marchandise à quelque chose de beaucoup plus riche, qui est qu'au fond, le travail est un droit, et que un travailleur dans une entreprise ou dans les services publics, peu importe l'endroit dont on parle, le travailleur finalement vient apporter un investissement au même titre que le chef d'entreprise ou l'État dans le cas du service public investit. Il y a un investissement financier dans la production de richesse, mais il y a aussi un investissement par le travail. Et le travailleur, au sens large du terme, devrait à mes yeux être traité comme quelqu'un qui vient investir sa vie, sa santé, tout ce qui peut nous constituer en tant qu'être humain au profit d'une œuvre collective. C'est à partir de là qu'on peut sans doute mieux repenser les questions liées à la pénibilité, etc. On sait très bien, vous, moi, tout le monde, que selon qu'on parle du travail d'un professeur d'université, chercheur en économie ou en sociologie, et qu'on parle du travail d'un ripper à l'arrière de son camion poubelle, on parle pas du tout de la même chose. Et ce qui fait problème dans la réforme en cours, c'est précisément que on refuse de prendre en compte cette diversité qui se met sous le mot travail, et on veut tout traiter de la même manière. Tout le monde a 64 ans, tout le monde en donne. Ça ne peut pas passer. J'ajoute que l'intérêt qu'il y aurait à réfléchir à cette notion de travail en faisant plus l'investissement qu'apporte le travailleur à l'entreprise que une marchandise, encore une fois, l'intérêt de ça, c'est que ça pourrait déboucher sur une plus grande citoyenneté du monde du travail, une plus grande démocratisation, ce qui ferait d'ailleurs, je vais là aller dans le sens de mes convictions politiques, vous savez, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est que ça permettrait sans doute aux entreprises d'accéder plus qu'aujourd'hui à un vrai statut de citoyenneté, bien plus que ce qu'organise aujourd'hui la réglementation en matière de responsabilité sociale des entreprises. Si on donnait aux travailleurs une véritable place citoyenne au sein de l'entreprise, et si on leur donnait plus la capacité d'intervenir sur l'évolution des entreprises, il y a fort à parier que ces entreprises deviendraient plus vertueuses en matière d'écologie, en matière d'environnement. Et on voit bien, par exemple, que si on donnait toute leur place aux travailleurs chez Total, Total ne se serait pas permis de faire ce qu'il a fait depuis 50 ans. Ça fait 50 ans que Total sait que le pétrole, c'est dangereux pour l'humanité, qu'il faut réfléchir à d'autres modes de construction de la source énergétique, et qu'il ne le fait pas pour des raisons de pur profit. Voilà, alors, il y a au moins ces deux éléments-là, c'est-à-dire, encore une fois, le travail, non pas comme marchandise, mais comme droit à, et le travail comme investissement au sein de l'effort collectif. Et puis, il y a dans la question du travail, un troisième élément très important, et que malheureusement, M. Macron, engageant sa réforme, néglige complètement, c'est que le fait de travailler ne relève plus aujourd'hui de la responsabilité des individus. Nous ne sommes pas libres de travailler, mais nous y sommes contraints. Et donc, l'accès de chacun au travail dépend plus de l'organisation économique du pays que de la volonté individuelle. Pour reprendre les formules de M. Macron, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du travail. Et il ne suffit pas de dire les chômeurs sont a priori suspectés de fainéantise, il faut donc les punir en diminuant drastiquement les allocations chômage pour penser que tout le monde va revenir vers le travail. Le travail, c'est plus un choix individuel. Même si, encore une fois, il y a dans un certain nombre de domaines d'activité, il y a des situations où les gens ont la chance de pouvoir choisir leur activité. À la limite, on parlera plus d'emploi en tant que tel, mais de travail. Mais voilà. Donc ça me paraît trois remarques qui auraient justifié un grand débat sur la question du travail. Et on est passé à côté. Alors, il y a aussi la question de la considération des salariés au travail. Parce que derrière ces manifestations, les réactions qu'on voit, il y a aussi beaucoup de détresse liée au fait que leur travail, et plus grave encore, leur personne de salariés, de travailleurs, n'est plus considérée. Complètement. C'est la raison pour laquelle je vous disais, si on réfléchit à ce qu'est le travail, on devrait rapidement déboucher sur l'idée que un travailleur est un investisseur,
au même titre que le boursicoteur qui met de l'argent dans une entreprise pour la faire prospérer. Un travailleur est un investisseur, il investit une partie de sa vie, de sa santé, de son intelligence, de ses capacités pour la prospérité de l'entreprise ou du service, quand on parle d'activité de la fonction publique. Et donc, tant qu'on n'aura pas reconnu cette dimension d'investisseur en travail, si je peux me permettre la formule, effectivement, on continuera à considérer que, en fait, le travailleur, on s'en fout, ce qui compte, c'est le travail conçu comme une marchandise, le travailleur derrière son travail n'étant pas reconnu. Et c'est aussi ce que je veux dire quand je développe ce que je viens de développer sur l'idée que le travailleur dans l'entreprise devrait être traité comme un citoyen et plus proche des décisions prises. Alors, par conséquent, nous assistons à un dialogue de sourds quand on parle de valeur du travail, parce qu'on n'y met pas le même sens. Ah mais absolument, il y a d'ailleurs, c'est vraiment pas un sujet qui prête à sourire, mais il y a un jeu de mots derrière. Quand on parle de valeur, on parle en réalité de deux choses très différentes. On peut parler de la valeur au sens strictement économique du terme, ce que ça vaut. Et ce que ça coûte parfois pour les entreprises. Ce que ça coûte, absolument. Et là, on parle d'une notion économique, oui. Mais on peut parler du travail aussi comme valeur. Là, cette fois, au sens moral ou éthique du terme, et selon le sens qu'on donne au terme de valeur, on parle pas du tout de la même chose. Il est évident que dans le conflit actuel, alors c'est toute l'ambiguïté qu'il y a d'ailleurs entre les discours de droite, on va dire, et les discours de gauche dans le paysage. Quand Nicolas Sarkozy appelait à réhabiliter la valeur travail, mais de quelle valeur parlait-il? Je suis convaincu qu'il ne parlait pas de la même chose que quand ce mot était utilisé par les élus et les militants de la gauche. On ne parle pas de la même chose. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je trouve bien dommage que, encore une fois, étant réduit à une marchandise, le travail soit ramené à sa seule valeur financière. Alors, pour répondre à cette détresse sociale et permettre de trouver des solutions constructives en termes de débat et peut-être de créer d'autres solutions pour que la valeur travail, le travail soit reconsidéré, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter ou prévoir des espaces de démocratie participative, je dirais effective, réelle, que les citoyens aient vraiment l'impression concrète de participer à la vie du pays quand il s'agit de sujets qui les concernent au premier titre. Alors, tout à fait, démocratie dans le pays et démocratie dans l'entreprise. Mais j'ai eu l'occasion de publier quelque temps un petit texte où, je fais quelquefois un peu de polémique, où je suis un peu ferme dans mes expressions, mais je disais de M. Macron que c'était un faux monnayeur. Je m'explique. Quand en 2017, il est élu président de la République, c'est sur la base d'une vision de la société française et de la politique en France assez claire, qui consistait en gros à dire je ne crois pas qu'aujourd'hui les forces instituées de gauche comme de droite et que les institutions sont en capacité d'affronter les problèmes réels auxquels notre pays est confronté. Je pense qu'il faut dépasser ça et qu'il faut se rapprocher des Français, leur redonner la parole d'une certaine façon pour reconstruire une vraie légitimité. C'était son discours en 2017. C'est pas moi qui l'invente. Et curieusement, 6 ans après, il est aux antipodes de ce discours. Alors qu'en réalité, comme vous venez de le dire, une des façons propres de sortir, ça serait de reconstruire les espaces de dialogue, les espaces et les méthodes de dialogue. Le drame, aujourd'hui, c'est qu'il a fait beaucoup de dégâts. Je m'explique. Dans l'affaire de la réforme des retraites, ce qu'il appelle la pédagogie nécessaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti 3 fois. Il a menti, lui et ses représentants, ont menti 3 fois. Ils ont menti quand ils ont dit que cette réforme était indispensable. 357 000 économistes leur ont démontré que c'était pas vrai. Ils ont ensuite menti quand ils ont dit que cette réforme était juste, allait introduire plus de justice. Là aussi, on a tout démontré que ça n'était pas vrai. Et dernier argument qui sort comme ça en dernière minute, ils nous disent cette réforme est indispensable, faute de quoi la France va perdre toute sa crédibilité financière et ne pourra plus emprunter sur les marchés. Alors là, franchement, c'est un peu dire aux gens qui aujourd'hui manifestent, écoutez les gars, on va vous prendre un peu plus d'argent sur le peu d'argent que vous gagnez déjà pour rassurer les pauvres banquiers qui tremblent dans leurs pantalons parce qu'en France, on travaille pas assez, on ne travaille pas assez. Donc ils ont menti 3 fois. Et comme quand vous dites reconstruire les espaces de débat démocratique, etc., ça va être très compliqué parce que les gens n'en peuvent plus de penser que leurs dirigeants leur mentent. Et quand les gens pensent à ce point-là qu'on leur ment et qu'on n'écoute pas ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers les extrêmes.
Et Madame Le Pen et ses sbires qui passent leur temps à dire que tous les politiques sont pourris et que tous les politiques leur mentent, etc., n'a plus qu'à ramasser la mise. Et là, c'est la responsabilité sans doute la plus grave de M. Macron, qui s'est présenté comme un jeune dirigeant innovant et qui n'est en réalité qu'un vieil homme politique avec de très vieilles recettes et qui, quand il est mis dos au mur, utilise les méthodes qu'ont utilisées tous ses prédécesseurs de droite depuis le début de la Ve République, quoi. Alors, on entend les griefs qu'on peut faire sur les hommes et les femmes politiques qui sont au pouvoir, que ce soit dans l'opposition d'ailleurs ou dans la majorité. Mais j'ai une autre question à vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas également aussi une responsabilité des citoyens qui ne s'engagent pas toujours assez peut-être au sein de leur syndicat ou des fois qui ne se syndiquent pas du tout et qui ne font pas, entre guillemets, peut-être l'effort intellectuel et l'effort tout court finalement de participer à leur niveau pour faire des propositions via leur syndicat. Qu'est-ce que vous en pensez du rôle des syndicats ? Oui, alors, juste, effectivement, on sait tous, il y a une désaffection, très importante des citoyens à l'égard de toute forme de vie collective, dans les désaffections des partis politiques, des organisations syndicales, etc., etc. Mais en même temps, alors, et on peut donc se dire après tout, tant pis pour eux, ils peuvent voter, ils votent pas, ils s'abstiennent, etc., etc. D'accord. Sauf que aujourd'hui, notre société, si on prend un terme très large, est organisée de telle sorte que tout conduit à ce comportement. Là où autrefois on allait au cinéma en famille, aujourd'hui on vous vend de la plateforme Netflix. Là où on allait faire son marché ou ses courses en supermarché en dépannant le voisin, etc., aujourd'hui on se fait livrer à la maison. Partout on a introduit des modes de consommation et de vie qui individualisent les gens. On a développé les villes sur la base de banlieues pavillonnaires, pour ceux qui ont la chance d'y accéder, où chacun est chez soi avec sa petite bagnole, son petit barbecue, relisez là-dessus l'archipel français, c'est très éclairant. Bon. Donc on a construit une société où c'est l'individu qui prime. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure sur la relation du travailleur au travail. Aujourd'hui, si quelqu'un est au chômage, c'est de sa faute individuelle, c'est l'individu qui est en cause, pas l'organisation économique et sociale du pays. Et forcément que en faisant en sorte que systématiquement ce soit les choix d'individualisation qui prédominent, on finit par construire une société de 60 millions d'individus. Et donc c'est effectivement aussi, je suis bien d'accord avec la question telle que vous la formulez, c'est une des causes du problème qu'on rencontre aujourd'hui. Mais c'est ce sur quoi va prospérer l'extrême droite. Et pourtant, parallèlement, François Rioux, la vie associative n'a jamais été aussi dynamique, que beaucoup de personnes, depuis le Covid, après toutes ces périodes de confinement, de déconfinement, n'ont eu de cesse finalement de changer leurs habitudes au quotidien, de retourner pour certains vers des petits commerces de proximité et peut-être de changer de mode de vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou pas ? Alors, sur le changement des modes de consommation, je ne crois pas. Très franchement, compte tenu en plus de l'inflation telle qu'elle règne aujourd'hui, l'accès aux petits commerces est quand même moins privilégié par une masse de Français que les courses chez Lidl ou chez... Et pourtant, les grands magasins n'ont pas leur panier anti-inflation qui ont été promis et certains vont devoir... grands magasins, ne vont pas pouvoir faire les soldes ou les promotions qu'ils souhaiteraient faire. Alors là, ça, je n'en sais rien. La loi Egalim leur interdit de le faire sur les produits d'hygiène, etc. Par contre, sur l'alimentaire, ils le feront dès lors qu'ils seront en capacité d'établir le rapport de force dont ils ont besoin à l'égard des producteurs. Mais juste pour continuer sur le premier sujet, si vous voulez, je crois que la vie associative est sans doute, sûrement, extrêmement riche. Regardez Surman, l'association que vante à juste titre Monsieur Robot tous les ans. Mais regardez de près les associations. Je suis moi-même militant dans un certain nombre d'associations, Réseau Éducation Sans Frontières, Amnesty International, etc. Mais ce que je constate, c'est les chiffres qui le disent, c'est que les associations qui aujourd'hui font florès, celles qui font des adhésions, c'est des associations de consommateurs, y compris quelquefois dans des événements très généreux, comme par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la marche rose des femmes, vous savez, tous les ans, en faveur du cancer. Je me bats, moi, contre le cancer potentiel que je vais avoir. Je vais faire de la tapisserie, de la broderie, je vais faire du bateau, de la gym douce, du yoga. En revanche, les associations qui proposent une activité ouverte vers les autres,
je vous dis, j'en ai cité 2, moi, RESF, Amnesty International, je suis également la Ligue des droits de l'homme, etc. On est des poignées, on est une dizaine de personnes. Là, il n'y a personne. C'est-à-dire que même le chiffre qui pourrait contredire ce qu'on disait tout de suite sur la désaffection des citoyens à l'égard du collectif, même ça, pas le renouveau, mais l'engouement des Français pour l'associatif ne va pas vers l'association altruiste. Vous voulez dire d'entraide, c'est plus un rapport à finalement la consommation pour soi d'une activité. On est aussi dans ce phénomène d'individualisation des comportements. Mais pas seulement, il y a aussi des associations qui aident les personnes âgées, les associations d'aide aux devoirs qui existent aussi en parallèle. Non, mais heureusement. Mais regardez l'association. Vous citez très juste titre l'association d'aide aux devoirs. J'ai des gens très proches de chez moi qui y œuvrent. Mais rappelez-vous, en début d'année, enfin, il n'y a pas en début d'année civile, je veux dire, les élus à Vannes, François Ars en tête, Madame Penouette, etc., ont fait un appel au peuple. Il n'y avait plus assez de militants. Elles ont du mal à recruter celle-là. Il y en a, fort heureusement. J'ai entendu hier un exposé d'une militante de l'UDAF qui parlait du travail contre l'illettrisme, qui est une activité extrêmement généreuse. Je veux dire, là, bon, ils sont, sur tout le Morbihan, ils sont 51 bénévoles, sur tout le département. Oui. Vous faites quoi avec 51 bénévoles? Alors, vous faites du boulot, hein, attention. Mais dès lors qu'on sait que le travail contre l'illettrisme est un travail individu par individu, vous n'allez pas loin avec 51 personnes pour tout un département. Hein. Oui, alors effectivement, l'aide de devoir, c'est d'autant plus symbolique que c'est souvent donc des personnes qui sont grands-parents et qui donnent de leur temps pour des enfants qui pourraient être leurs petits-enfants. Il y en a beaucoup à Arzon. Je salue d'ailleurs les bénévoles qui travaillent dans cette association d'aide aux devoirs le soir. Bonjour pour nos bénévoles de la presqu'île de Ruisse. Mais effectivement, donc vous nous dites en fait, même l'image, même finalement le sens du bénévolat est en train d'évoluer dans les associations et qu'il n'y a pas forcément suffisamment d'associations d'entraide, en tout cas qu'il manque de bras. C'est un peu ça que vous nous dites. Mais complètement. Il suffit là-dessus, si vous voulez, tous les ans de participer au forum des associations. Je ne sais pas si on a presqu'île de Ruisse. Bien sûr que si, bien sûr. Il y a le forum sur la presqu'île, bien sûr, tous les ans dans toutes les communes de la presqu'île. Oui. Voilà. Alors moi, je fréquente celui de Vannes, évidemment, mais baladez-vous dans les allées et regardez, essayez de compter les associations par nature d'activité. Et vous verrez, le est frappant. Après, je trouve par exemple que ces associations d'aide aux devoirs sont particulièrement bienvenues et font vraiment un excellent travail et un travail très pertinent. Mais encore une fois, alors je ne connais pas la situation sur la presqu'île de Ruisse, mais sur la ville de Vannes, je peux vous dire que ils ont des difficultés de recrutement. Oui, et puis les conditions de vie aussi évoluent. Il y a eu beaucoup aussi de fractures familiales après le Covid, beaucoup de déménagements, et puis aussi des problèmes de santé qui sont à gérer dans certaines familles. Donc effectivement, on dispose de moins de temps parfois pour se lancer dans des associations d'entraide. Ah non, mais absolument. J'ai là, on va peut-être parler du logement tout à l'heure. Oui, on va en parler. Oui, j'ai des chiffres de l'ADIL 56, vous savez, l'association publique qui gère le logement sur le département. Oui. Bon, il faut quand même, c'est intéressant, il faut quand même savoir que, d'une façon générale, sur la communauté d'agglo de Vannes, c'est-à-dire GMVA, donc presqu'île de Ruisse comprise, pour le coup, en 2019, la taille des ménages sur notre territoire a diminué de façon tout à fait considérable. À Vannes, une famille moyenne aujourd'hui ne pèse plus que 1,83 personnes, mais dans les familles qui aujourd'hui sont logées, 40% sont des personnes seules. Ce chiffre a augmenté de 2,4% entre 2013 et 2019. 30% sont des couples sans enfants, et ce chiffre a augmenté de 1,4. Et dernier chiffre, celui qui m'intéresse le plus, 8% sont des familles monoparentales. Et ce chiffre a monté de 1,8 entre 2013 et 2019. Vous voyez, ça illustre parfaitement ce qu'on est en train de dire. Oui. Et c'est 8% de familles monoparentales. Je siège, moi, à la commission permanente du CCAS qui gère ce qu'on appelle les aides d'urgence. C'est considérable sur la ville. Et c'est souvent des gens qui, pour le coup, ont ce qu'on appelle un reste à vivre, c'est-à-dire qu'ils ont, une fois qu'ils ont payé leur loyer, leurs charges, etc.,
qui est inférieur à 200 euros. Mais bon, c'est dramatique. Alors, on parle du logement, l'accès au logement, dans le Morbihan notamment. Vous, quelles seraient vos propositions pour créer davantage de logements sociaux? Quelles solutions vous pourriez-vous, François Rioux, proposer, sachant que la sociologie aussi du département change depuis également le Covid, mais aussi beaucoup de personnes, notamment de Paris, qui viennent s'installer dans le Morbihan, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos pistes? Oui, alors, pour évoquer les pistes en question, il faut très rapidement faire un petit état des lieux, parce que les pistes ne sont pertinentes qu'au regard d'un état des lieux et un minimum de validation. En ce qui concerne la population, alors, moi je parle pas du département, puisque j'ai des données sur la communauté d'agglo, sur GMVA. Oui. Mais donc ce que je dis le bilan qu'on peut faire sur le territoire de GMVA, d'abord que la population, alors Vantaise, augmente beaucoup plus faiblement que la population de l'ensemble de la communauté d'agglo, c'est-à-dire première et deuxième couronne. Ça, c'est un premier élément. Et elle augmente pas significativement dans l'agglo. Deuxièmement, cette population, globalement, vieillit. Je ne donne pas des chiffres, mais si vous le souhaitez, il y a des chiffres de la DIL, les DIN, sur lesquels je m'appuie pour dire ça. Deuxièmement, cette population, elle vieillit. Troisièmement, la taille des ménages, on vient d'évoquer, diminue de façon significative. Et quatrième et dernièrement, les écarts de revenus sur ce territoire sont pour le coup extrêmement importants. Là, je donne un chiffre quand même. Ces inégalités, on les mesure par exemple par un indice qui s'appelle l'indice de Gini. C'est-à-dire qui mesure l'écart entre les revenus des 10% les plus riches et les revenus des 10% les plus pauvres. Eh bien, sur la ville de Vannes, cet indice de Gini est de 3,1 quand il est de 2,5 sur l'ensemble du Morbihan. C'est-à-dire que Vannes, ville dite riche, est en réalité une ville où règne une très grande inégalité sociale. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, puisque quand vous lisez le programme local de l'habitat de GMVA, c'est ce qui est dit. Ça, c'est pour la population. En ce qui concerne le logement, les constats qu'on peut faire, c'est que, je cite là le programme local de l'habitat de GMVA. Il y est dit qu'on constate une certaine, citation, inadéquation de l'offre par rapport à la demande. C'est-à-dire que, grosso modo, on offre des logements trop grands, trop chers, et pas situés là où on aurait besoin qu'ils existent. Alors, trop grand, c'est l'évolution de la taille des familles dont on a parlé en particulier. Trop cher, je vais y revenir rapidement, mais la presse locale s'est largement fait l'écho du renchérissement du prix et du foncier et du logement et des loyers dans les 10 dernières années. Je ne veux pas remplir de chiffres, mais c'est assez impressionnant. Et pas là où il faut. Alors, donc, logement pas où il faut, eh bien, parce que les logements, à Vannes, dans la ville de Vannes, le cœur du territoire d'agglo, sont inaccessibles aux salariés modestes, qui vont se loger en première, voire de plus en plus en deuxième couronne, pour pouvoir accéder soit au loyer, soit à l'achat de terrain, et du coup, habitent loin de l'endroit où ils travaillent, loin des services, et génèrent des déplacements inutiles, peu vertueux en matière environnementale et très coûteux. Oui, avec des conséquences concernant l'inflation, notamment le prix de l'essence. Exactement. Vous savez, la situation aujourd'hui, elle est quand même très inquiétante. Je viens de donner une interview à vos collègues de Ouest France sur le bilan à mi-mandat de M. Robot. Mais vous l'avez peut-être vu là aussi dans la presse il y a quelque temps à l'occasion de la visite du ministre du Logement, M. Klein, où GMVA elle-même disait nous réalisons nos objectifs en matière de construction de logements privés. Il y avait prévu à date 1900 logements, ils sont faits. En revanche, en matière de logements sociaux, soit locatifs, soit accession à la propriété, nous n'en sommes à mi-parcours du programme local de l'habitat qu'à 38% de la cible. On devrait être à plus de 50%. Et ça a un effet immédiat. On est passé depuis le 1er janvier 2019. On avait 4 293 demandes de logement social sur le territoire de GMVA. 1er janvier 2019. En décembre 2022, ce nombre de demandes de logement social non satisfaites est passé à 6 000. Or, quand on regarde les programmes tels qu'ils ressortent des
des PLU en cours de révision actuellement, au plus sur le territoire vantais, si on en croit les chiffres, en tout cas figurant dans les dossiers d'enquête, on va livrer 474 locatifs sociaux. On est très, très, très loin du compte. Et le drame, enfin, la conséquence de ça, c'est effectivement que des déplacements inutiles, etc., etc. Alors, vous me dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, avec mes petits camarades, on a des solutions qu'on propose de mettre en œuvre, qui peuvent être mises en œuvre dans un très court terme, ce qu'on appelle des mesures d'urgence. La première, ça serait de modifier la règle actuelle figurant dans le PLU qui encadre la production de logements par les bailleurs privés. Et que, au lieu, aujourd'hui, un bailleur privé, quand il construit des logements, dès lors qu'il construit plus de 20 logements, 25% de ces logements doivent être du social. Pas forcément du locatif. Ça peut être de l'accession à la propriété, mais du social. Nous, ce qu'on demande, c'est que, à partir, non pas de 20 logements, mais de 10 logements, on impose un seuil de 30%. C'est-à-dire 10 logements. Concrètement, il y a 3 logements qui sont des logements sociaux. Ça, c'est la première mesure d'urgence à prendre. La deuxième, c'est de mettre en œuvre ce qui était prévu au programme local de l'habitat et qui n'a jamais été fait véritablement, c'est de construire un observatoire de l'habitat et de rendre public en temps réel les résultats de ces travaux. Aujourd'hui, il existe un observatoire de l'habitat, c'est l'observatoire de l'ADI de 56, mais ça n'est pas celui du GMBA. C'est bien dommage. Troisièmement, impérativement, il faut mettre en place, alors ça sur un prescrit de Ruiz, on sait de quoi on parle, mettre en place des mesures de régulation de l'offre de logements saisonniers. On nous les promet tous les ans, les régulations Airbnb, etc. On nous les promet tous les ans. Tous les ans, ça vient pas. Le dernier épisode dans l'affaire m'a un peu fait sourire, alors que le ministre avait dit on va prendre un décret qui va étendre la notion de zone tendue et permettre donc aux maires de réguler les offres de location saisonnière. Peu de temps après, Monsieur Attal et Monsieur le maire sont passés en disant oui, non, mais on peut pas mettre la mesure tout de suite en place. Faut attendre l'année fiscale suivante. Et la réaction de notre chère députée, Madame Le Hénan, c'est on ne lâche rien. C'est reste à parler comme Martinez et comme Mélenchon. C'est assez amusant quand même. Bon, bref. Il faut de toute urgence permettre aux collectivités de prendre des mesures de régulation. Et puis, dernier élément, il faut dès à présent engager une révision du programme local de l'habitat qui n'est plus à jour, dont les objectifs ne sont plus à la hauteur des problématiques rencontrées par les populations. Il faut le reprendre à zéro et y introduire des mesures d'urgence dont je suis en train de parler. Et permettre de favoriser la construction de logements sociaux et là, de locatif social. Parce que, ça tire l'élément là-dessus, une mesure, David Robot et GMBA ont pris une mesure extrêmement intéressante que je salue quasiment dès le début de leur mandat, qui a été enfin de mettre en place un office foncier solidaire. Ça, c'est une très bonne réponse à la crise du logement actuel, sauf que quand vous regardez les chiffres, il est prévu en 2022 le lancement de 140 logements par l'OFS et de 200 en 2024. C'est complètement dérisoire au regard des besoins, d'une part. Et d'autre part, ça n'offrira que des logements, mais en accession à la propriété. En revanche, le locatif social, lui, il est en pleine dégringolade. Et ça, on en a besoin. Les étudiants en ont besoin, les salariés à faible revenu en ont besoin. On n'en livre pas, ou en tout cas très en dessous du besoin. D'accord. Voilà. Des solutions avec plusieurs niveaux d'intervention et en fait attaquer de front et aussi sur plusieurs pistes et angles d'approche, si je comprends bien votre développement. Alors, avant de terminer notre interview, je voudrais vous poser la question de votre vécu d'élu, seul représentant de 20 projets citoyens au conseil municipal. Comment vivez-vous ce statut ? Oui, alors juste sur le logement, une dernière chose que j'ai oublié de dire, qui me paraît importante, c'est que nous, ce qu'on demande, c'est que tout foncier public, tout foncier appartenant à la collectivité publique soit utilisé par la maîtrise d'ouvrage public et ne soit plus concédé à des promoteurs privés. Voilà, j'avais oublié, mais ça me paraît important. Le message est passé. Je reprends votre question. Il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de notre interview, François Rioux. Pouvez-vous nous donner votre vécu d'élu ? Alors, mon vécu d'élu, je ne suis plus, mon groupe que je constitue à moi tout seul, comme vous l'avez dit, ne s'appelle plus 20 projets citoyens, pour bien le différencier de l'association qui porte le même nom, mais s'appelle VAN, Unie, Sociale, Écologique et Citoyenne. Ah, en effet, effectivement. Non, c'est pas peu importe. C'est bien de nous donner cette précision, François Rioux. Merci. Oui. Je souhaitais pas maintenir la confusion avec une association. Oui, mais vous avez bien. Alors, rappelez exactement les mots que vous venez de citer.
de votre groupe? Ce groupe, il s'appelle Vannes Unie, oui. Sociale, écologique et citoyenne. D'accord, très bien. Voilà. Merci pour cette précision pour nos auditeurs. Alors, mon vécu, si vous voulez, je dois reconnaître que j'ai été tout à fait bien traité en tant qu'élu par David Robault, qui, malgré le fait, encore une fois, que je sois tout seul, m'a attribué tous ceux qu'on peut attribuer à un groupe politique au sein du conseil municipal, en termes de moyens de fonctionnement. Je dois dire aussi qu'à chaque fois que j'ai eu à formuler des requêtes particulières, j'estime avoir été entendu. C'est par exemple sur la base de ma demande que le conseil municipal a décidé de mettre en un plan de lutte contre la pauvreté et la précarité. Oui, nous l'avions lu dans la presse, effectivement, oui. Bon, ça montre quand même une relative ouverture. En revanche, et donc sur le plan de mon vécu de conseiller municipal, je ne peux que me satisfaire de la façon dont je suis traité quant aux moyens d'exercer mon mandat. Voilà. Après, évidemment que j'ai à l'égard par rapport à la situation que connaît la ville et GMBA, des analyses et des solutions radicalement différentes de celles de M. Robault, et il va de soi qu'en étant une voix, même associé quelquefois aux voix de mes camarades de la liste de Simon Husenat, je pèse pas lourd. Bon, c'est le jeu politique, ça. Oui, c'est le jeu politique. C'est la démocratie. Oui, absolument. En fin d'interview, je tends une carte blanche à chacun de mes invités, François Rioux, pour leur demander d'aborder un sujet, un thème qui leur est particulièrement cher et que nous n'aurions pas évoqué pendant notre interview. Alors François Rioux, quelle est cette carte blanche pour vous? Alors, merci de me donner l'occasion d'en parler. J'ai développé un projet que j'ai soumis d'ailleurs à David Robault, qui sur le principe l'a accepté, qui serait de développer une opération consistant à faire de la pédagogie du débat auprès des jeunes. Oui. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'état pitoyable de notre démocratie montre bien que on a besoin dans notre pays de revenir aux valeurs du débat. C'est-à-dire, un débat, c'est un moment où on écoute l'autre, où on échange des arguments, où on s'insulte pas, où on respecte la parole de l'un et de l'autre, etc. Enfin, je vais pas là-dessus. Bon. Et donc, je pense qu'il est important de développer auprès des jeunes, lycéens et étudiants, une espèce de pédagogie du débat à travers des opérations concrètes. Et les opérations concrètes que je vise, c'est le fait de faire venir sur le site un chercheur en sciences humaines particulièrement connu pour son expertise et de lui demander de mener avec des jeunes qu'on a préalablement préparés un débat. C'est le principe de l'émission, de l'opération. Qui en breton s'appellerait Kendivise Guénet. Bon, David Robault a accepté le principe. Il m'a désigné Fabien Guernevet comme adjoint pour m'aider et il m'a proposé de m'appuyer sur la logistique de la direction de l'événementiel. Donc, vous voyez qu'il joue le jeu. Le problème est que la direction de l'événementiel à Vannes aujourd'hui est absolument débordée compte tenu des différentes perspectives de festivités, événements divers et variés. Et donc, ce projet, même si je souhaite le mener à bien, je le fais un peu évoluer et je suis en train de travailler à la construction alors, vous voyez, on parlait de la vie associative, d'une association que je voudrais créer et qui se consacrerait à l'organisation de ces événements. En mettant autour de la table, idéalement, des chefs d'entreprise, des citoyens engagés dans la vie de la cité, enfin voilà. Donc, j'aurai l'occasion sans doute d'en parler un peu plus. Mais vous reviendrez à notre micro de Radio Rivage parler de ce projet et de sa mise en place. Voilà, oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, cette interview se termine. Je tiens à vous remercier, François Rioux, de nous avoir accordé de votre temps. Merci pour nos auditeurs. Je les salue également et je vous remercie de m'avoir invité, c'est intéressant. Donc merci d'avoir accordé cette interview politique pour Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview, ainsi que Bertrand qui s'occupe du son, de la technique, du montage et qui m'accompagne à chaque émission. À bientôt, chers auditeurs. Au revoir, François Rioux. Au revoir. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.